Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'information, voici les titres de l'actualité. Développer la cuisson propre en Afrique, tel était l'enjeu d'un sommet organisé à Paris ce 14 mai par l'Agence internationale de l'énergie. Un événement crucial car chaque année en Afrique subsaharienne, la pollution de l'air liée au mode de cuisson serait la cause d'environ 500 000 décès. Les journées pétrole de retour pour une seconde édition. Les acteurs africains des hydrocarbures sont invités à Dubaï du 5 au 8 juin prochain. Pour en présenter les enjeux, le cabinet Free and Partners a donné une conférence de presse ce lundi à Abidjan. Et puis le développement du secteur minier au Cameroun. D'ici 2027, les autorités entendent lancer une dizaine de projets sur lesquels le pays compte s'appuyer pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Mais tout d'abord, l'inquiétude grandit dans les rangs de l'ONU face à la guerre qui perdure au Soudan. Par la voix d'un de ses porte-parole, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit ce lundi très inquiet par les combats qui font rage à El Fashir, le chef-lieu de l'État du Darfour Nord, où les forces de soutien rapide ont lancé une offensive depuis vendredi dernier pour en prendre le contrôle. D'après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, ces récents combats entre l'armée et les paramilitaires ont fait au moins 27 morts et 130 blessés. L'actualité, c'est aussi le bilan du sommet sur la cuisson propre en Afrique, un sommet organisé ce 14 mai par l'Agence internationale de l'énergie au siège de l'UNESCO à Paris. Pour l'occasion, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. L'enjeu de cet événement, mobiliser des fonds pour développer des modes de cuisson non polluants en Afrique, car sur le continent, près d'1 milliard de personnes dépendent encore du charbon de bois pour cuisiner. Outre son impact environnemental, son utilisation a aussi de lourdes conséquences sur la santé. Le point avec nos envoyés spéciaux Brice Feuillant, Gladys Lebouda, Nicolas Kukel et Lise Elsie Akizimana. Ce sommet pour la cuisson propre en Afrique veut mobiliser plus de fonds pour réduire le gap d'1 milliard de personnes qui dépendent encore du bois, du charbon ou du pétrole lampon pour cuisiner sur le continent africain. Des combustibles polluants, mais surtout meurtriers, puisque 600 000 personnes meurent chaque année en raison de la pollution intérieure de l'air. Pour changer la donne, les chefs d'État et leaders mondiaux présents ici au siège de l'UNESCO se sont engagés à financer l'accès universel à la cuisson propre, mais aussi à en faire une priorité dans leurs agendas nationaux. Nous sommes réunis pour traiter d'un sujet peu connu du grand public et qui revêt pourtant une importance majeure. Le but premier de ce sommet est donc de mobiliser les fonds, mais surtout de sauver des vies. Et l'un des témoignages marquants de cette journée est celui du président de la Banque africaine de développement, le docteur Akinwumi Adesina, qui est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour, ça va, Gladys? Ça va bien. Au-delà de l'institution, ce rendez-vous pour vous porte la marque d'un engagement personnel qui est lié à un drame. Racontez-nous. Quand j'étais jeune, il y avait un dame qui voulait aussi faire énergie pour la consommation, mais pour le ménage, il utilisait le kérosène. Mais elle est allée pour aller acheter le kérosène, mais malheureusement, ils ont mis le pétrole au lieu de kérosène. Bon, c'est la fin pour elle et pour toute la famille. Donc, je ne peux pas accepter une situation dans laquelle les gens n'ont pas accès à les choses normales. Les choses qui sont, nous savons aujourd'hui, c'est anormal. On ne peut pas accepter que l'anormal devienne... les choses qui est anormal, on va normaliser que les gens, les femmes en Afrique n'ont pas accès à l'énergie de cuisson propre. Donc, c'est la raison pour laquelle on va tout changer. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement a mis sur la table un montant de 2 milliards de dollars pour pouvoir essayer, avec les autres partenaires, de régler ce problème. Merci, Dr Adesina. Et les partenaires présents ici à cette première édition du Clean Cooking Summit ont mis la main à la poche également pour que 2024 soit un tournant décisif pour l'accès universel à la cuisine propre.
L'impact du contrat de partage de production sur les économies nationales, tel est le thème de la seconde édition des Journées Pétrole qui se tiendront le mois prochain à Dubaï, à l'approche de ce rendez-vous qui réunira les acteurs africains des hydrocarbures. Une conférence de presse a été donnée à Abidjan le 13 mai par le cabinet Free & Partners. Reportage de notre correspondante Esther Conan. Organisé par le cabinet 3M & Partners, le lancement de la deuxième édition des Journées Pétrole s'est tenu le lundi 13 mai 2024 à Abidjan. L'événement se tiendra du 5 au 8 mai 2024 à Dubaï autour du thème « L'impact du contrat de partage de production CPP sur les économies nationales ». Ce thème vise à montrer les potentiels avantages que ce modèle de contrat peut offrir aux finances publiques, au développement économique et social ainsi qu'à l'engagement du territoire. Les Journées Pétrole sont un cadre de référence que nous organisons premièrement pour le renforcement des compétences des personnels qui gèrent au quotidien les contrats de partage de production et deuxièmement un lieu de partage d'expériences de manière à pouvoir faire face aux exigences et aux enjeux du secteur des hydrocarbures, mais aussi de permettre à nos États de mieux défendre et garantir leurs intérêts dans les contrats de partage de production. Pour cette deuxième édition, ce sont plus de 150 participants qui sont attendus. Les Journées Pétrole ont vocation à devenir un cadre de rencontre de référence pour les décideurs institutionnels afin de mieux s'approprier la gestion de contrats CPP qui constitue un enjeu majeur pour les pays africains producteurs de pétrole car ils régissent les relations entre les États et les entreprises pétrolières. Dans le contrat de partage de production, ce sont des accords qui sont convenus entre les parties. Et donc, l'exécution du contrat n'est que la mise en œuvre des accords qui ont été mis en place. Et à l'intérieur de ces accords, notamment ce qui concerne le contrat de partage de production, il y a des dispositions claires et précises qui permettent à nos États de pouvoir exercer un rôle capital. Plusieurs pays d'Afrique bénéficient de revenus pétroliers tels que la République du Congo avec 998,4 milliards de francs CFA de bénéfices en décembre 2023. Cette édition viendra apporter des solutions aux difficultés organisationnelles, opérationnelles et techniques dans la gestion optimale et le suivi des obligations incombant aux sociétés pétrolières parties prenantes aux 10 contrats. Obtenir le statut de pays émergent d'ici 2035, c'est l'objectif que le Cameroun entend réaliser grâce au secteur minier notamment, un secteur encore peu exploité malgré les nombreuses ressources dont dispose le pays pour faire augmenter sa contribution au PIB qui pour l'heure n'aurait pas franchi la barre des 1%. Le Cameroun ambitionne de lancer une dizaine de projets miniers à l'horizon 2027. Nathalie. Fer, or et bauxite comptent parmi les ressources minières sur lesquelles le Cameroun mise pour son développement économique. À l'horizon 2027, le pays nourrit l'ambition de lancer 14 projets miniers. À fin 2023, 3 de ces projets ont connu un démarrage effectif. Il s'agit de l'exploitation du minerai de fer de Kribé-Lobé, l'exploitation du gisement de fer de Mbalam-Nabeba et de l'exploitation du fer de Bipindi Grand Zambi. Ces sites regorgent d'un potentiel minier estimé à plus de 3 milliards de tonnes de fer prouvé avec une teneur de 62,3% de fer, l'une des plus hautes du monde, reconnue au minerai du gisement de Mbalam-Nabeba. La mine industrielle de fer de Lobé, qui est située dans les arrondissements de Kribi 1er, Campo et La Lokunji. Le projet d'exploitation a une réserve de 630 millions de tonnes pour une exploitation annuelle de 10 millions de tonnes de minerais, mais c'est un fait qui devrait être enrichi. Donc le concentré, ça de 4 millions de tonnes. L'exploitation minière durable représente pour le Cameroun une source fiable de finances publiques. Dans le pays, la croissance a atteint près de 4% en 2023, portée principalement par les secteurs non pétroliers selon des données du Fonds monétaire international. Sous l'impulsion du président de la République Paul Biya, le secteur minier se positionne comme une niche capable de combler le déficit budgétaire estimé à 125,5 milliards de francs CFA. La mobilisation des ressources publiques devrait, selon le chef d'État camerounais, augmenter l'investissement public qui s'est établi à 5% du PIB en 2023.
Il est nécessaire d'explorer de nouvelles pistes face aux contraintes inhérentes à l'élargissement de l'assiette fiscale et à la baisse drastique des recettes pétrolières. La mine solide, en particulier l'or, nous semble constituer à cet égard une niche exceptionnelle de ressources financières. Le Cameroun compte 9 réserves minières prouvées, ont indiqué des données officielles du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Dans sa vision à l'horizon 2035, le Cameroun projette de se hisser au rang de pays émergent, doté d'un secteur industriel et minier fort. En 2024, cependant, la contribution de l'industrie minière au PIB du pays s'élève à 1% selon le gouvernement. D'ici 2025, 4 autres projets miniers seront lancés, notamment les projets de fer de Nkout-Ntem et Ngovayan, ainsi que l'exploitation du minerai de bauxite de Minim Martap. Quelle perspective économique pour les pays membres de l'UEMOA? La question était au cœur d'une session extraordinaire du comité interparlementaire de l'organisation ouest-africaine, session qui s'est tenue du 6 au 10 mai à Bamako. Les participants se sont notamment penchés sur les déterminants de l'inflation. Esther Conan. Pour examiner les défis économiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest, s'est tenue à Bamako du 6 au 10 mai 2024 la 35e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA sur les perspectives macroéconomiques et les déterminants de l'inflation. Engager un plaidoyer auprès des autorités politiques des États membres pour assurer l'efficacité de la libre circulation des biens et services entre les États membres de l'Union, en les invitant notamment à éviter de recourir à la prise de décision d'interdiction d'exportation des produits vivriers. 5 jours ont permis aux membres du comité interparlementaire de l'UEMOA d'examiner de près les perspectives macroéconomiques et les déterminants de l'inflation de la zone UEMOA en vue de l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. À noter que le taux d'inflation qui était de 3,7% en 2023 a régressé de 2,9% en avril et mai 2024. À l'endroit du Conseil des ministres de l'Union, la poursuite des efforts en cours en vue de l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Cette session a permis de formuler des recommandations prometteuses à la fin de la session extraordinaire. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la croissance de la zone UEMOA devrait s'accélérer et se situer au-dessus de 6,0% en 2024. La lutte contre le VIH-Sida se modernise en Afrique australe. Une application a été lancée au Lesotho et au Malawi grâce à une subvention accordée par l'Union européenne. Un nouvel outil qui améliore l'accès à l'information pour les agents de santé. Les précisions de Catherine Gombe. Au moment où l'Afrique se rapproche de la réalisation de la stratégie accélérée 95-95-95 de l'ONU-SIDA, le suivi de l'épidémiologie des infections récentes par le VIH permettra au Lesotho et au Malawi d'adapter la réponse de santé publique aux populations et aux lieux où des niveaux élevés de transmission peuvent se produire. En effet, le Royaume du Lesotho et la République du Malawi ont lancé le 11 mai 2024 Standard Treatment Guidelines Application, le STG App, une application mobile novatrice destinée à améliorer les directives sanitaires en matière de VIH-Sida pour leurs professionnels de santé. Cette application permettra aux praticiens médicaux d'accéder facilement à des documents et à des ressources essentielles, ce qui leur permet de sauver des vies plus efficacement. En se déplaçant d'un point à l'autre dans les établissements ou les communautés où ils fournissent des services, les travailleurs de la santé se retrouvent à transporter ces documents, ce qui entraîne la perte occasionnelle et malheureuse de ces précieuses lignes directrices. Selon des données d'ONU-SIDA, en 2023, environ 1 million de personnes vivaient avec le VIH au Malawi, avec une prévalence de VIH de 7,1% chez les adultes. Bien que la prévalence nationale du VIH ait diminué, le Malawi reste confronté à une épidémie grave qui touche les femmes de manière disproportionnée et fait environ 770 000 orphelins du sida. Le Lesotho, quant à lui, a l'un des taux de prévalence du VIH les plus élevés au monde, avec un adulte sur 5 vivant avec le VIH.
Le pays compte plus d'infections pour 100 000 habitants que la plupart des autres pays, y compris la Namibie, le Botswana et l'Eswatini. Environ 80% de la population dans les deux pays est également infectée par la tuberculose. Des technologies telles que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle ont été déployées dans nos systèmes et devraient aider les agents de santé publique à recueillir et à analyser des informations de santé publique qui guideront efficacement et à terme les décisions relatives à la riposte au VIH. Entre 2010 et 2022, Africa CDC indique que les nouvelles infections à VIH ont chuté d'environ 66% au Malawi, ce qui suggère que le pays est en bonne voie pour mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. En comparaison, la moyenne mondiale de réduction des infections à VIH depuis 2010 est de 38%. Le Lesotho, pour sa part, a étendu les services d'autodépistage du VIH, le dépistage index de notification des partenaires ces dernières années et est désormais en bonne voie pour faire en sorte que 95% des personnes séropositives connaissent leur statut d'ici 2025. Retour à présent sur la finale du championnat de football américain qui s'est récemment clôturée au Cameroun. Une finale remportée par les Yaoundé Lions. Sur la pelouse du stade Amadou Ahidjo, l'équipe a dominé les Santa Cowboys. Score final 20-4. Compte rendu de ce face-à-face avec Séverin Douque. Bien que la discipline soit en quête de marque au Cameroun, la clôture du championnat de football américain s'est déroulée en présence du président de la Fédération internationale de la discipline, Pierre Trochet, en visite de 3 jours au Cameroun. La rencontre opposait Yaoundé Lions à Santa Cowboys au stade annexe Amadou Ahidjo de Yaoundé. L'équipe de la capitale camerounaise a dominé son adversaire avec 4 touchdowns et 2 safety pour un total de 20 points contre 4 pour l'équipe de Bamenda. L'année passée encore, on avait participé encore à la Coupe du Cameroun et là on avait perdu. Et cette année, nous sommes venus des nouvelles intentions. Leur avancée était très sérieux, très fort, mais nous on était encore plus fort qu'eux, on était plus concentrés encore. On a été le plan de jeu à la lettre, on a bien défendu comme aux entraînements et tout s'est bien passé. Qualité et standing de jeu à parfaire, certes, mais pour le président de la Fédération internationale de football américain, c'est le satisfecit face aux efforts des autorités locales en faveur de la promotion de la discipline. Seules 5 des 10 régions du pays sont présentes dans le tournoi pour moins d'une dizaine de clubs. Tout a été super, on peut remarquer que le travail de la jeune fédération, c'est que quelques années d'existence du Cameroun est en progrès. Alors avec bien entendu tous les difficultés d'une jeune fédération, notamment sur les nombres, sur l'équipement, mais en tout cas il y a une vraie volonté de progresser. Ici il y a des équipes de 5 régions sur les 10 du pays. Je trouve que pour une première compétition nationale, c'est quand même une très belle performance. Et je ne peux être que satisfait de l'enthousiasme des jeunes à vouloir jouer au football. Yaoundé Lions a réussi son pari, renverser Santa Cowboys, vainqueur jusqu'ici des éditions précédentes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.